Bonjour. Dans cette vidéo de vulgarisation, on va se poser la question suivante. Quelle est la forme de notre univers? Je vous propose un voyage à travers l'espace et le merveilleux royaume de la géométrie. C'est parti. Avant de s'intéresser à la forme de l'univers tout entier, on va s'intéresser d'abord à un cas simple, le cas de la Terre. Bien sûr, tout le monde sait que la Terre, c'est à peu près rond, c'est à peu près une boule, mais comment on est arrivé là? Comment peut-on déterminer la forme globale de la Terre? Quand on regarde un peu autour de soi, dans son champ de vision, on voit les paysages, on voit des montagnes, des vallées, mais en moyenne, on a quand même l'impression que la Terre est assez plate. Mais comme notre champ de vision est très restreinte par rapport à la taille globale de notre Terre, en fait, on ne peut rien déduire à partir de notre petit point de vue. En quelque sorte, rien n'empêche la Terre à se courber très loin de notre champ de vision. Mathématiquement, il y a la notion de ce qu'on va appeler ici un espace courbe, les mathématiciens diront une variété, qui désigne justement un espace qui localement peut être approximé par des espaces plats, mais qui globalement peut être courbe. Pour donner un exemple concret, vous pouvez penser aux toits des pagodes. Donc les toits, ils sont bien courbés, et pourtant ils sont couverts de tuiles qui, elles, sont plates. Ou bien, par exemple, une boule de disco. C'est une sphère couverte de petits carrés plats. Du coup, comment déterminer la forme globale de la Terre, si juste regarder autour de nous n'est pas suffisant? En fait, il y a au moins 3 façons de faire. La première, ça serait d'aller en dehors de la Terre. Prendre une fusée, de s'envoler dans l'espace et de regarder la Terre de l'extérieur, dans son intégralité. Et ce que vous allez voir, en fait, c'est à peu près un rond. Et ainsi, vous savez que la Terre, au moins approximativement, c'est bien une sphère, une boule. Deuxième possibilité, ça serait de voyager loin, tout en prenant le chemin le plus court. Supposons par exemple que vous voulez aller de Paris à Hanoï, au Vietnam. Si vous prenez une carte du monde et que vous tracez la trajectoire qui semble la plus courte, vous allez obtenir à peu près ça. Or, en réalité, ce n'est pas du tout le chemin que prendrait un avion. La trajectoire de l'avion ressemble plutôt à ça. Notamment, vous passez au-dessus de Moscou. De même, pour aller en Floride, vous passez au-dessus de l'Irlande. En fait, c'est parce que la représentation à plat de la Terre ne représente pas les vraies distances. Si vous tracez toutes les trajectoires des avions qui partent de Paris et qui vont un peu partout dans le monde, vous allez obtenir une image à peu près comme ça. Et à partir de cette image, vous pouvez imaginer du coup la forme globale de la Terre, qui sera du coup pas du tout plate, mais arrondie. Troisième possibilité, c'est de mesurer des angles. Qu'est-ce qui se passe par exemple si on veut tracer un triangle sur une sphère? Eve, t'as une sphère sous la main par hasard? Oui, ça vient. Ok, est-ce que tu peux tracer un triangle sur la sphère? Donc je vais déjà placer 3 points dessus. Disons 1, 2, 3. Et pour tracer les traits, je vais utiliser du scotch pour être sûr que ce soit bien droit. Voilà. Ok, maintenant mesure les angles. 100, 70 et 90. Donc 260. Mais je comprends pas. Au collège, on nous a appris que la somme des 3 angles d'un triangle, ça fait toujours 180, non? Bah en fait, c'est normal. Si vous prenez un triangle dans un plan, qui est bien plat, alors la somme des 3 angles vaut bien 180 degrés. Par contre, si vous faites la somme des angles d'un triangle tracé sur une sphère, vous obtiendrez bien un angle supérieur à 180 degrés. Et c'est justement le fait que cette somme dépasse 180 degrés qui prouve que l'espace est courbe. Essayons à présent d'appliquer ces méthodes au cas de notre univers. La première méthode, ça consisterait à aller en dehors de l'univers pour l'observer dans son ensemble. Ça, bien sûr, c'est impossible. Parce que par définition, l'univers, c'est tout ce qui existe. Donc on ne peut pas aller en dehors. La deuxième possibilité, voyager loin, n'est pas vraiment possible non plus, parce que certes, avec nos fusées, on peut aller jusqu'à la Lune, et même un peu au-delà, mais ces distances-là, par rapport à la taille de l'univers, sont tout à fait minimes. En fait, c'est comme en confinement. Vous avez l'impression d'avoir voyagé à l'autre bout du monde, mais vous revenez simplement de la boulangerie. Par contre, ce qui est possible, c'est d'observer d'autres objets qui bougent avec nos télescopes. C'est-à-dire, en fait, on observe des corps célestes qui bougent à notre place. La troisième façon, la mesure des angles, est aussi partiellement possible, en observant des rayons lumineux qui arrivent ici sur notre Terre, et aussi avec des méthodes un peu indirectes. Mais dans tout ça, il y a une grande difficulté. C'est que la forme de l'univers, en fait, elle évolue avec le temps. D'après nos observations actuelles, on pense que l'univers actuellement est en expansion. Du coup, déterminer la forme de l'espace tout entier à un temps donné est impossible parce que le temps continue de couler. Pour la forme de l'univers, il y a 2 hypothèses
qui sont communément acceptées. La première, c'est que l'univers n'a pas de bord, n'a pas de frontières. Il n'y a pas un endroit où d'un coup on ne peut pas aller plus loin. En analogie avec la Terre, si vous marchez dans une direction, vous n'allez jamais trouver une fin. Par contre, si la Terre était par exemple un disque, vous allez bien trouver un bord à un moment donné et puis tomber dans le néant. Par contre, pour l'univers, tomber quelque part en dehors n'est pas possible parce que, comme on a déjà dit, l'univers c'est tout ce qui existe. Et la deuxième hypothèse qu'on fait, c'est que l'univers est fini, c'est-à-dire son volume est fini. En analogie avec la Terre, c'est justement la Terre, elle a une superficie finie. Je comprends pas comment un espace peut être fini et en même temps n'avoir aucune limite. Non, c'est tout à fait possible. Si tu marches dans une direction, comme sur la Terre, tu vas retomber sur tes pas à un moment donné. Pour parler de la forme de l'univers, on va le voir en deux aspects. Premièrement, on va considérer sa topologie, ce qu'on appelle sa topologie. C'est en fait une notion très vague de sa forme. Et puis, on va regarder un peu sa géométrie, une notion beaucoup plus précise. La topologie, c'est une branche des mathématiques qui s'intéresse à l'étude des formes. En topologie, on range les objets en différents types. D'ailleurs, dans le langage courant, la plupart des mots réfèrent plutôt à une catégorie et non pas à un objet précis. Prenons par exemple le mot assiette. Ça, c'est une assiette. Ça aussi, c'est une assiette. Et ça aussi, c'est une assiette. Bon, ces trois assiettes-là, ils n'ont ni la même taille, ni la même couleur, ni vraiment la même forme, et pourtant on les classe dans la catégorie des assiettes. Donc on peut classer plein d'objets assez différents dans la catégorie des assiettes. Et pourtant on est tous d'accord que ça n'est pas une assiette. En topologie, deux objets sont considérés comme étant du même type si on peut déformer le premier objet d'une façon continue jusqu'à arriver au deuxième. Hup hup hup. Barbatruc. Donc vous pouvez imaginer que les objets sont faits d'un matériel très élastique, comme par exemple la pâte à modeler. Vous pouvez l'étirer autant que vous voulez, mais il y a deux règles. Vous n'avez pas le droit ni de déchirer et ni de recoller les bouts ensemble. Ainsi, un bol, topologiquement, est de même type qu'une assiette. Effectivement, si vous imaginez ce bol en pâte à modeler, on peut juste l'aplatir un petit peu et le transformer en cette assiette. Par contre, ces deux tasses ne sont pas de même type, parce que celle-là, elle a une anse. Effectivement, si vous imaginez par exemple cette tasse en pâte à modeler, pour obtenir cette tasse-là, vous êtes bien obligé soit de déchirer la pâte à modeler pour obtenir un trou, qui représente ce trou ici, ou bien vous êtes obligé de recoller deux bouts ensemble. Et ces deux opérations sont justement interdites. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est à quoi ça sert ces types topologiques? En fait, vu que cette notion de type topologique est très vague et regroupe énormément d'objets dans la même catégorie, ça simplifie la classification des objets. Justement, les mathématiciens ont réussi à classifier tous les types topologiques des espaces courbes de dimension 2 et 3. C'est-à-dire, on est capable de donner une liste complète de tous les espaces courbes de dimension 2 et 3. Bon, alors là, je reprends avec vous parce que moi-même, j'étais vraiment perdue au départ. En fait, depuis le début de cette vidéo, quand on parle de surface, on parle bien d'objets à deux dimensions. Alors, c'est assez difficile de se représenter un objet à deux dimensions parce qu'il n'y en a pas vraiment autour de nous. La Terre, par exemple, c'est un objet 3D. Elle a une profondeur, un noyau, etc. Mais on peut aussi s'intéresser seulement à sa surface, là où on pose les pieds quand on marche. Et ça, c'est un objet à deux dimensions. Donc là, on a parlé de surface, mais du coup, c'est une partie d'un objet 3D. Mais un objet 2D à lui tout seul, il n'y en a pas vraiment. Ne serait-ce qu'une feuille de papier, par exemple, ça a l'air d'être un objet 2D, mais en fait, elle a quand même une troisième dimension, elle a une épaisseur, si petite soit-elle. Ce qui est en 2D, c'est sa surface, là où vous écrivez. Un autre exemple du quotidien, ce sont les ombres. Votre ombre, c'est un objet en 2D, ou l'image sur un écran, par exemple. En fait, il y a une façon simple de déterminer combien de dimensions possède un objet, c'est de voir combien de coordonnées il faut pour retrouver un point dessus. Par exemple, sur la Terre, on utilise la latitude et la longitude pour déterminer n'importe quel point sur la surface du globe. C'est donc bien à deux dimensions. Alors attention, une surface ça n'a que deux dimensions, mais ça peut se plier, s'agencer bien dans l'espace tridimensionnel. Par exemple la Terre, on peut la représenter comme on a dit sur un planisphère, mais en réalité elle s'agence bien dans l'espace tridimensionnel. C'est une sphère. D'ailleurs il faut faire attention à ça, en mathématiques la sphère c'est la surface, donc un objet bidimensionnel, alors que la boule c'est l'objet tridimensionnel, avec sa profondeur. Merci pour la traduction. Pour les objets bidimensionnels, c'est-à-dire les surfaces, il se trouve que leur classification se fait par le nombre de trous. Par exemple, cette tasse a une anse, et du coup sa surface a un trou. Un objet avec aucun trou, c'est par exemple une sphère, ou bien une assiette par exemple.
Et puis il y a des objets avec 2 trous, ça ressemble à ça, c'est une sorte de bouée avec justement 2 trous. Il y a des objets avec 3 trous, un bretzel par exemple, etc. Pour les objets tridimensionnels, c'est seulement depuis 2002 qu'on connaît leur classification avec les travaux de Grigori Perelman. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce mathématicien un peu fou qui a refusé $1 million, ce qui était la récompense pour la solution de ce problème. En particulier, cette classification de Perelman répond à une très vieille conjecture de Henri Poincaré, de la fin du 19e siècle, et qui dit la chose suivante sur notre univers. Si notre univers est fini, sans bord, et vérifie une troisième hypothèse qu'on peut nommer sans anse, que j'expliquerai tout de suite, alors l'univers serait l'équivalent de la sphère, mais en dimension 3. Et en fait, c'est la forme la plus simple qu'on peut imaginer. Sans anse signifie la chose suivante. Vous connaissez peut-être l'histoire de la mythologie grecque, où Thésée, dans le labyrinthe du Minotaure, laisse derrière lui un fil, le fil d'Ariane, pour ne pas se perdre. Si vous faites un voyage dans l'espace, et vous laissez comme ça, derrière vous, un fil, vous revenez à votre point de départ, alors l'univers n'a pas de anse s'il est toujours possible de récupérer votre fil tout en restant sur place. Par exemple, notre Terre, avec cette notion, est sans anse, parce que si je fais un tour, je peux toujours récupérer mon fil. Même si peut-être il y a des collines qui bloquent un petit peu, mais au moins théoriquement, je peux récupérer mon fil. Par contre, si votre espace a une anse, du coup, il devient impossible de récupérer votre fil. Après cette analyse topologique de l'univers, on peut maintenant s'intéresser à sa géométrie, c'est-à-dire non seulement à sa forme, mais aussi aux distances et aux angles. Une notion fondamentale en géométrie, c'est la courbure. La courbure, justement, ça mesure de combien et de quelle façon diffère notre espace d'un espace plat. Quand, par exemple, la courbure est nulle, on est vraiment avec un espace tout plat. Dans un espace plat, si 2 personnes partent du même point dans des directions différentes, alors ils vont s'éloigner d'une façon constante. Si la courbure est positive, cela signifie que si vous avez 2 personnes qui partent du même point avec une direction légèrement différente, alors ils vont se retrouver un peu plus loin. Ce qui est le cas par exemple d'une sphère. Il y a une troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle un espace de courbure négative. Un exemple, ce serait de prendre la surface d'une selle de cheval. Si vous partez de 2 points très proches avec une direction parallèle, vous allez vous éloigner de plus en plus. Cette courbure peut justement être détectée par les angles. On a déjà vu tout à l'heure que la somme des angles dans un triangle dans un espace plat vaut 180 degrés. Par contre, sur une sphère, c'est-à-dire un espace de courbure positive, cette somme dépasse 180 degrés. Par contre, dans un espace de courbure négative, cette somme vaut moins que 180 degrés. Mais qu'est-ce qu'on observe finalement avec l'univers ? En fait, nos mesures des angles dans l'univers semblent montrer que notre univers est plat, au moins en moyenne. Mais du coup, il y a 2 possibilités. Soit notre zone d'exploration est trop réduite pour pouvoir conclure, un peu comme le champ de vision ici sur Terre, ou bien notre univers est effectivement plat. Et avec la classification de Perelman, on sait du coup que notre univers a que 6 possibilités pour sa forme topologique. Et en particulier, la forme la plus simple, ça serait un univers en forme de bouée. Donc une bouée, c'est plat. Reprenons. Vous connaissez tous Pac-Man. Dans Pac-Man, on peut sortir par le haut et si ça arrive, on revient par le bas. De la même façon avec la droite et la gauche. Donc si je le représente sur une feuille de papier, ça donne ça. Donc ça, c'est notre surface. Et pour que ces déplacements soient possibles, sans utiliser la téléportation, on va la plier dans l'espace comme ça. Donc là, on peut passer du haut en bas sans se téléporter. Et il faut encore la droite et la gauche. Ça, je peux pas vous le montrer avec la feuille de papier, parce que c'est pas possible. Mais avec un fil de fer, par exemple, ça donnerait ça. Donc là, on a bien notre bouée. Donc cette forme-là, la bouée, sa surface, c'était bien un espace plat. Donc oui, une bouée, c'est plat. Pour comprendre la géométrie de l'univers à une échelle un peu plus petite, il faut avoir recours à la théorie de la relativité d'Einstein. Cette théorie, justement, décrit comment la matière et l'énergie interagissent avec l'espace, ou plus précisément avec l'espace-temps. En particulier, les grandes masses et les grandes énergies vont courber l'espace-temps. Attention, c'est bien l'espace et le temps qui sont courbés, pas seulement l'espace. En particulier, cette théorie prédit des objets un peu étranges, des anomalies, qu'on appelle des trous noirs. Donc, les trous noirs, c'est une zone de l'espace-temps qui est tellement courbée que rien, même pas la lumière, ne peut y échapper. Depuis l'année dernière, on a réellement observé ces objets. Donc on sait maintenant qu'ils existent. Pour mieux comprendre ces anomalies, les trous noirs, il faut à la fois comprendre la théorie de la relativité et aussi la mécanique quantique.
la théorie qui explique les phénomènes physiques à une très petite échelle. À l'heure actuelle, il n'y a aucune théorie qui unit à la fois la relativité avec la mécanique quantique. En fait, c'est en quelque sorte la plus grande question ouverte en physique mathématique actuelle. Pourtant, on a deux approches pour trouver une théorie de la relativité quantique. Et ces deux approches-là, ils vont radicalement changer notre vision de l'espace. La première approche, l'approche la plus répandue, c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes, et se base sur l'idée que les briques élémentaires de la matière, donc les briques qui sont encore plus petits que les atomes, ce ne sont pas des objets ponctuels, mais ce sont en fait des petites cordes, des cordes fermées, avec une certaine longueur, une certaine vibration. Le problème, ou un des problèmes de cette théorie, est que pour fonctionner, on a besoin de 26 dimensions. Mais elles sont où toutes ces dimensions? Nous, on n'en voit que 3. Une explication possible serait de dire que la plupart de ces dimensions, en fait, ils sont très petits. Ils sont en quelque sorte repliés sur elles-mêmes. Un peu comme tout à l'heure avec la feuille de papier. La deuxième approche à cette relativité quantique, c'est ce qu'on appelle la théorie quantique à boucle. Pas de panique, je vais juste prendre deux aspects de cette théorie et les expliquer un petit peu. La première idée, c'est que notre espace, à très petite échelle, en fait, n'est pas continu, mais est discrétisé. Ça veut dire que l'espace en fait est constitué de petites briques élémentaires avec un certain volume minimal, et on ne peut pas aller en dessous, et ainsi on peut reconstituer l'espace. En fait, la discrétisation, on la retrouve dans pas mal d'exemples de notre quotidien. C'est par exemple la méthode utilisée par les ordinateurs pour approximer une donnée sans prendre trop de place. Par exemple, quand on prend une photo, on ne reproduit pas réellement le paysage, on le remodèle simplement avec des pixels. S'il y en a assez, c'est-à-dire si la qualité est bonne, on aura l'illusion d'avoir reproduit le paysage. C'est aussi utilisé pour la modélisation. D'ailleurs, on peut modéliser un petit peu ce qu'on veut, cette âne par exemple. Le deuxième aspect de la théorie quantique à boucle, c'est qu'une fois que vous avez votre espace discrétisé, alors il va évoluer avec le temps. En fait, ces petites briques, ils vont changer un petit peu, il y aura des fluctuations. Et ces fluctuations-là, ils seront aléatoires, au moins en partie. Et du coup, ça nous mène à l'idée d'une géométrie aléatoire. Et c'est que très récemment, dans les années 2000, que les mathématiciens ont réussi à définir vraiment ce que ça veut dire une surface aléatoire. D'ailleurs, en France, je connais deux équipes, une à Paris autour de Nicolas Curien et une deuxième autour de Grégory Mirmont à Lyon, qui travaillent sur ces surfaces aléatoires. Voici quelques images de leurs travaux que je trouve fascinantes. Regardez cette première image. Donc, elle représente une surface aléatoire. On voit quelques triangles assez grands, mais il y a aussi quelques triangles qui sont tellement petits qu'on les voit à peine. Ça forme parfois des petites trompes. Moi, je trouve que cette image, ça ressemble quand même pas mal à un poisson. Regardons un deuxième exemple. Peut-être, et là je m'avance en terrain inconnu, peut-être que ces trompes représentent des trous noirs. Mais après, bon, il ne faut pas oublier que les trous noirs, c'est des objets de l'espace-temps. Une dernière image que j'aime beaucoup représente une surface aléatoire avec un système de chemin dessus. Et ce système de chemin, ne trouvez-vous pas qu'il ressemble étrangement à un système de vaisseau sanguin ? Topologie, géométrie, dimensions supplémentaires, surface aléatoire, voilà de quoi nourrir et enrichir notre imagination sur notre espace qui nous entoure et qu'on n'a pas fini d'explorer. Et je terminerai en beauté avec cette citation de Claude Ponty. Il est impossible d'imaginer tout ce qu'il est possible d'imaginer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et on va vous mettre des liens dans la description pour approfondir le sujet. À bientôt!